Vous êtes sur Apprendre le français avec Amma. Activez les sous-titres pour mieux comprendre et progresser à votre rythme. Le stress et le rythme de vie moderne. Les personnages. Claire, 35 ans, cadre dans une entreprise de communication. Youssef, 38 ans, ami de Claire, consultant indépendant. Franchement, Youssef, j'ai l'impression de courir toute la journée sans jamais arriver quelque part. Tu as l'air épuisé. Encore une semaine trop chargée? Comme toujours, réunion dès 8 heures, mail qui n'arrête pas d'arriver, deadline impossible, et même le soir, je n'arrive pas à déconnecter. Tu regardes encore tes mails professionnels après le travail? Oui, malheureusement, j'ai peur de rater quelque chose d'important. Et puis, avec le téléphone, tout est à portée de main. C'est exactement ça, le problème du rythme de vie moderne. On est censé gagner du temps grâce à la technologie, mais on finit par travailler tout le temps. C'est paradoxal. On a des applications pour s'organiser, pour se détendre, pour méditer, mais on n'a jamais été aussi stressé. Le stress est devenu presque normal. Quand quelqu'un dit qu'il est débordé, on ne s'étonne même plus. Pire encore, on valorise ça. Si tu dis que tu es fatigué, on te répond « Ah, c'est que tu travailles dur ». Comme si être constamment stressé était un signe de réussite. Exactement. Pourtant, à long terme, ça détruit la santé. J'ai des maux de tête, je dors mal, et parfois je me sens irritable sans raison. Ce sont des signaux d'alerte. Ton corps te dit qu'il a besoin de ralentir. Facile à dire, mais comment on fait? La société va trop vite, tout doit être immédiat. Réponse rapide, résultat rapide, succès rapide. Je suis d'accord, mais j'ai appris avec le temps que ralentir est un choix personnel, même si ce n'est pas simple. Toi, par exemple, tu as l'air plus serein qu'avant. Oui, parce que j'ai changé ma façon de travailler. J'ai fixé des limites claires avec mes clients. Des limites? Oui, je ne réponds plus aux messages après 19 heures, sauf urgence réelle, et je prends de vraies pauses. J'ai l'impression que si je fais ça, on va penser que je ne suis pas assez investi. C'est une peur très répandue, mais en réalité, être constamment disponible ne veut pas dire être plus efficace. Tu crois vraiment? Absolument. Quand on est épuisé, on fait plus d'erreurs, on perd en créativité et on devient moins productif. C'est vrai, je me reconnais là-dedans. Parfois, je relis un mail 3 fois sans le comprendre. Voilà, le stress chronique brouille l'esprit. Et puis, il y a la pression sociale. Les réseaux sociaux n'aident pas. Ah oui, ça aussi. On voit des gens qui semblent toujours heureux, sportifs, organisés, avec une carrière parfaite. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'une vitrine. Exactement. Mais inconsciemment, on se compare, et ça augmente le stress et le sentiment de ne jamais en faire assez. J'ai parfois l'impression d'être en retard sur ma propre vie. Cette phrase est très révélatrice du malaise moderne. Tu sais, même les moments de repos deviennent stressants. Quand je ne fais rien, je culpabilise. Comme si le repos devait être mérité. Oui, alors que se reposer devrait être un besoin fondamental. Je pense que le vrai défi aujourd'hui, ce n'est pas de gagner du temps, mais de lui redonner de la valeur. Comment tu fais concrètement? J'essaie de vivre plus consciemment. Je mange sans regarder mon téléphone, je marche sans écouter de podcast, juste pour être présent. Ça me paraît presque révolutionnaire. C'est triste, mais c'est vrai. Être présent est devenu un luxe. Tu crois que tout le monde peut changer de rythme? Pas du jour au lendemain et pas de la même manière, mais chacun peut faire de petits ajustements. Par exemple? Commencer par dire non de temps en temps, supprimer certaines notifications, planifier des moments sans écran. Rien que l'idée d'éteindre mon téléphone me stresse. C'est justement la preuve qu'on en est trop dépendant. Tu as raison. Peut-être que le stress vient aussi de cette peur permanente de perdre le contrôle. Ou de rater quelque chose, le fameux FOMO. Oui, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas suivre le rythme. Mais suivre quel rythme? Celui imposé par la société ou celui qui respecte notre équilibre? Vu comme ça, la réponse est évidente.
Le problème, c'est qu'on comprend souvent trop tard. J'aimerais éviter ça. J'aimerais apprendre à ralentir avant d'être complètement épuisé. Alors commence dès aujourd'hui. Même une petite décision peut faire une grande différence. D'accord. Ce soir, je ne regarde pas mes mails après le dîner. Très bon début. Et ce week-end, je prends du temps pour moi, sans planning. Tu vois, tu avances déjà. Merci Youssef. Cette conversation m'a fait du bien. Tant mieux. Parler du stress, c'est déjà une façon de le réduire. Finalement, peut-être que le vrai luxe aujourd'hui, c'est la tranquillité d'esprit. Je n'aurais pas mieux dit. La solitude dans les grandes villes. Les personnages. Nadia, 32 ans, graphiste freelance, vit seule en centre-ville. Thomas, 40 ans, sociologue, ami de Nadia. Tu sais, Thomas, vivre dans une grande ville, c'est étrange. On est entouré de monde, mais on se sent souvent terriblement seul. C'est un paradoxe très courant. Les grandes villes rassemblent des millions de personnes, mais créent aussi beaucoup d'isolement. Exactement. Je prends le métro tous les jours, je croise des centaines de visages, mais je ne parle à presque personne. Les interactions sont devenues superficielles. Un regard, parfois un sourire, et puis chacun retourne dans sa bulle. Et tout le monde semble pressé, absorbé par son téléphone, ses écouteurs, ses propres soucis. La ville impose un rythme rapide. Pour se protéger, les gens se ferment. Pourtant, au début, je pensais que la ville allait m'offrir plus d'opportunités sociales. Beaucoup de gens ont cette illusion. On croit que plus il y a de monde, plus il est facile de créer des liens. Mais en réalité, c'est parfois l'inverse. Les relations sont éphémères. Oui, on rencontre quelqu'un lors d'un événement, on échange des contacts, puis plus rien. Et quand on rentre chez soi, le silence est pesant. Le logement urbain accentue souvent ce sentiment. Les petits appartements, les voisins inconnus. C'est vrai, je ne connais même pas le prénom de la personne qui vit sur le même palier que moi. Autrefois, les quartiers étaient plus vivants, plus solidaires. Aujourd'hui, chacun vit derrière sa porte fermée. La solitude urbaine n'est pas seulement physique, elle est aussi émotionnelle. Tu veux dire qu'on peut être entouré et se sentir incompris ? Exactement. On peut avoir des collègues, des connaissances, mais personne à qui vraiment parler. C'est ce que je ressens souvent. J'ai des contacts, mais peu de relations profondes. Les grandes villes favorisent la performance, pas toujours la connexion humaine. Et les réseaux sociaux n'arrangent rien. Ils donnent l'illusion d'être entouré. Oui, on voit des photos, des stories, des soirées, et on se sent encore plus seul. Parce qu'on compare notre réalité à une version idéalisée de la vie des autres. Parfois, je me demande si la solitude est le prix à payer pour la liberté urbaine. C'est une question intéressante. La ville offre l'anonymat, et l'anonymat peut être confortable ou douloureux. Au début, j'aimais cette liberté. Personne ne me connaissait, personne ne me jugeait. Mais à long terme, l'absence de lien peut devenir pesante. Exactement. J'aimerais parfois qu'on me remarque simplement. La reconnaissance est un besoin humain fondamental. Tu observes ça dans ton travail ? Oui, beaucoup de citadins souffrent d'une solitude silencieuse. Silencieuse, c'est le mot juste. Ils ne sont pas seuls au sens strict, mais ils se sentent invisibles. C'est exactement ce que je ressens quand je marche dans la rue. La ville peut rendre les individus interchangeables. Et pourtant, chacun a son histoire, ses blessures, ses rêves. Mais il n'y a pas toujours l'espace pour les partager. Tu crois qu'on peut lutter contre cette solitude ? Oui, mais ça demande un effort conscient. Lequel, par exemple ? Créer des routines sociales, aller toujours au même café, participer à des activités locales. Oser parler aux inconnus ? Exactement. Même une conversation courte peut briser l'isolement. Ce n'est pas naturel pour tout le monde. Non, surtout dans les grandes villes où la méfiance est plus forte. Mais peut-être que tout le monde attend que quelqu'un fasse le premier pas. Je le pense sincèrement. Finalement, la ville n'est pas forcément froide, ce sont les gens qui ont peur. Peur de déranger, peur du rejet, peur du temps qui manque. Pourtant, un simple échange peut illuminer une journée. Absolument. La connexion humaine est un antidote puissant à la solitude. Tu sais quoi ?
Je vais commencer petit. Comment ça? Dire bonjour à mes voisins, engager la conversation au café en bas de chez moi. C'est un excellent début. Peut-être que la ville changera si on change notre manière d'y vivre. La solitude urbaine n'est pas une fatalité. Merci Thomas, cette discussion me fait me sentir moins seul justement. Comme quoi, parler est déjà un premier lien. Finalement, même dans une grande ville, il suffit parfois d'une personne. Une personne pour rappeler qu'on existe. Le bonheur, mythe ou réalité? Les personnages. Élodie, 34 ans, responsable RH, réfléchit beaucoup au sens de la vie. Karim, 42 ans, libraire, passionné de philosophie et de psychologie. Karim, j'aimerais te poser une question un peu philosophique. Est-ce que tu crois vraiment au bonheur? Tout dépend de ce que tu appelles le bonheur. Pourquoi cette question? Parce que j'ai l'impression qu'on nous vend une idée du bonheur qui n'existe pas vraiment. Tu parles du bonheur parfait, constant, sans problème? Oui, celui qu'on voit partout, dans les publicités, sur les réseaux sociaux, dans les discours de développement personnel. Cette version-là ressemble plutôt à un mythe. C'est exactement ce que je ressens. Comme si on nous faisait croire que le bonheur est un état permanent. Alors que la vie est faite de hauts et de bas. Et pourtant, on culpabilise dès qu'on se sent triste ou insatisfait. Parce qu'on confond le bonheur avec l'absence de souffrance. Tu veux dire que souffrir fait partie de la vie normale? Absolument. Et même plus que ça, la souffrance donne souvent du sens aux moments de joie. C'est paradoxal. Peut-être, mais pense-y. Sans moments difficiles, comment apprécierait-on les moments heureux? C'est vrai. Pourtant, on passe notre temps à chercher le bonheur comme un objectif à atteindre. Comme s'il se trouvait quelque part, à la fin d'un parcours. Un bon travail, une relation parfaite, une situation financière stable. Et une fois tout ça atteint, on pense qu'on sera enfin heureux. Mais ça ne fonctionne pas toujours. Non, parce que le bonheur n'est pas une destination, c'est un processus. Tu veux dire une manière de vivre? Exactement, une manière de regarder la vie. Pourtant, certaines personnes semblent naturellement plus heureuses que d'autres. C'est vrai, mais ce n'est pas forcément lié à leur situation extérieure. Plutôt à leur état d'esprit? Oui, à leur capacité à accepter ce qui ne dépend pas d'eux. Ce n'est pas facile. Non, surtout dans une société qui nous pousse à tout contrôler. Et qui associe le bonheur à la réussite. Exactement, comme si être heureux était une obligation sociale. Parfois, j'ai l'impression que dire « je ne suis pas heureux » est presque tabou. Parce que ça remet en question le modèle dominant, celui qui dit « travaille plus, consomme plus, et tu seras heureux ». Alors que beaucoup de gens ont tout ça et se sentent vides. Ce vide, je l'observe souvent chez les employés que j'accompagne. Ils ont atteint leurs objectifs, mais pas le sens. Donc, le bonheur serait lié au sens de la vie. En grande partie, oui. Se sentir utile, aligné avec ses valeurs, Et aimer ce qu'on fait. ou au moins comprendre pourquoi on le fait. Pourtant, même les personnes engagées ont des moments de doute. Et heureusement, le doute est sain. Tu penses que le bonheur peut coexister avec le doute? Bien sûr, le bonheur n'exclut pas les questions ni les peurs. Donc ce n'est pas un état constant. Non, c'est une série de moments. Des instants simples, parfois insignifiants. Un café partagé, un rire, un silence apaisant. Des choses qu'on ne remarque pas toujours. Parce qu'on cherche quelque chose de plus spectaculaire, Comme si le bonheur devait être exceptionnel. alors qu'il est souvent ordinaire. Finalement, le mythe, ce serait de croire au bonheur parfait. Et la réalité, ce serait d'accepter un bonheur imparfait, Un bonheur fragile, changeant. mais authentique. Tu sais, Karim, cette discussion me rassure. Pourquoi? Parce que je comprends que ne pas être heureux tout le temps ne signifie pas avoir raté sa vie. Au contraire, cela signifie être humain. Alors, si je te repose la question, le bonheur, mythe ou réalité? Le mythe, c'est le bonheur permanent. La réalité, c'est le bonheur possible. J'aime beaucoup cette réponse.
Moi aussi. Et je pense qu'elle libère. Finalement, être heureux, ce serait peut-être simplement être en paix avec soi-même. Et accepter que cette paix ne soit jamais définitive. Merci Karim, j'avais besoin de cette conversation. Le bonheur commence souvent par une bonne discussion. La réussite sociale. Les personnages. Sophie, 29 ans, chargée de projet. Ambitieuse mais pleine de doutes. Amine, 45 ans, ancien cadre reconverti en formateur. Amine, j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire réussir socialement ? Grande question. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, à première vue? Honnêtement, avoir un bon poste, gagner bien sa vie, être reconnu par les autres. C'est la définition la plus répandue. Et pourtant, même quand on atteint tout ça, le sentiment de satisfaction ne dure pas. Parce que la réussite sociale est souvent mesurée avec des critères extérieurs. Le salaire, le statut, le titre sur la carte de visite. Exactement. Et ces critères évoluent sans cesse. J'ai parfois l'impression d'être dans une course sans ligne d'arrivée. C'est une bonne image. La société valorise la performance continue. Si on s'arrête, on a l'impression de régresser ou d'échouer. Oui, comme si ralentir était un aveu de faiblesse. Alors que parfois, ralentir, c'est réfléchir. Tu as réussi pourtant, tu as quitté un poste très prestigieux. Justement, j'avais coché toutes les cases de la réussite sociale. Et tu n'étais pas heureux? Pas vraiment. J'étais respectée mais pas épanouie. Quelle différence fais-tu entre les deux? Le respect vient des autres, l'épanouissement vient de soi. C'est profond. Et souvent oublié. Pourtant, on nous apprend dès l'enfance à chercher la reconnaissance. Bonnes notes, diplôme, promotion. Toujours plus. Et quand on n'y arrive pas, on se sent inférieur. Comme si notre valeur dépendait de notre réussite sociale. C'est un piège dangereux. Tu penses qu'on peut réussir autrement? Bien sûr, la réussite peut aussi être personnelle, humaine. Par exemple. Trouver un équilibre entre le travail et la vie privée. Ou se sentir utile. Ou être en accord avec ses valeurs. Pourtant, ces formes de réussite sont moins visibles. Et donc moins valorisées socialement. C'est frustrant. Oui, mais libérateur aussi. Comment ça? Quand tu définis toi-même ta réussite, tu reprends le contrôle. Tu n'es plus dépendante du regard des autres. Exactement. Mais le regard social reste très fort. Surtout avec les réseaux sociaux. On compare nos vies à des vitrines. Et on oublie ce qu'il y a derrière. Des sacrifices, du stress, parfois beaucoup de solitude. La réussite sociale a souvent un coût caché. Tu penses que la société est en train de changer ? Lentement. De plus en plus de gens remettent en question ce modèle. Notamment les jeunes générations. Oui, elles cherchent plus de sens, moins de prestige. Mais la pression reste énorme. Parce que les normes sont encore très présentes. Alors, selon toi, c'est quoi réussir socialement aujourd'hui ? Être capable de vivre dignement sans se perdre. J'aime cette définition. Et toi, comment définirais-tu ta propre réussite? Être fier de moi, même quand personne ne regarde. Voilà une vraie réussite. Finalement, la réussite sociale n'a de valeur que si elle ne nous éloigne pas de nous-mêmes. Et si elle nous permet de vivre, pas seulement de paraître. Merci Amine. Cette discussion change ma façon de voir les choses. Tant mieux. Le succès le plus important, c'est souvent celui qu'on n'affiche pas. L'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Les personnages. Lucie, 36 ans, chef de projet dans une entreprise internationale. Rachid, 43 ans, manager RH, anciennement en burn-out. Rachid, j'ai l'impression de ne plus savoir où commence le travail et où finit ma vie privée. Tu touches à un problème très répandu aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon téléphone ne s'arrête jamais. Mails, messages, appels, même le soir et le week-end. La frontière est devenue floue avec le travail à distance et les outils numériques. Avant, quitter le bureau signifiait vraiment arrêter de travailler. Aujourd'hui, le bureau nous suit partout.
Et le pire, c'est que je me sens coupable quand je ne réponds pas. Cette culpabilité est très révélatrice de notre rapport au travail, Comme si être disponible en permanence était une preuve de sérieux. ou de loyauté envers l'entreprise. Pourtant, je sens que cet équilibre est en train de se casser. Comment ça se manifeste chez toi? Je suis fatiguée, irritable, et même quand je suis avec ma famille, je pense au travail. C'est exactement ce que j'ai vécu avant mon burn-out. Sérieusement? Oui, je pensais que travailler plus était la solution à tout. Et ça ne l'était pas. Non, ça m'a éloigné de mes proches et de moi-même. On parle beaucoup d'équilibre, mais peu de gens savent comment l'atteindre. Parce que l'équilibre n'est pas un état fixe. Plutôt à un ajustement permanent? Exactement. Selon les périodes de la vie. Pourtant, l'entreprise attend toujours le même niveau d'engagement. C'est là que le dialogue est essentiel. Tu veux dire parler avec sa hiérarchie? Oui. Exprimer ses limites. Ce n'est pas facile, on a peur d'être mal perçu. Mais ne rien dire coûte souvent plus cher. En énergie, en santé, Et parfois en motivation. tu penses que les entreprises changent vraiment? Lentement. Certaines commencent à comprendre que des salariés épuisés ne sont pas performants. Pourtant, la culture du toujours plus est encore très présente. Surtout chez les cadres. On confond souvent implication et surcharge. Oui, alors que l'efficacité passe aussi par le repos. Mais dans la pratique, se reposer est presque vu comme un luxe, Ou comme un manque d'ambition. alors que sans vie privée, le travail perd son sens. Je suis totalement d'accord. Qu'est-ce qui t'a aidé à retrouver un équilibre? D'abord, accepter que je ne pouvais pas tout contrôler. Et ensuite? Fixer des règles claires. Pas de mail après une certaine heure, des pauses réelles. Tu respectes vraiment ces règles? Oui. Et étonnamment, le monde ne s'est pas écroulé. C'est rassurant. J'ai aussi redonné de la place à ma vie personnelle. Loisirs, famille, amis? Exactement. Des choses simples, mais essentielles. J'ai parfois l'impression que ma vie personnelle passe toujours en second. C'est souvent le cas, jusqu'au jour où le corps dit stop. J'aimerais éviter d'en arriver là. Alors commence par de petits changements. Par exemple, Déconnecter après le travail, protéger ton temps personnel. et accepter de ne pas être parfaite. Exactement. L'équilibre passe aussi par le lâcher-prise. Finalement, ce n'est pas seulement un problème professionnel. Non, c'est une question de choix de vie. Tu dirais que l'équilibre est possible aujourd'hui? Oui, mais pas sans effort ni remise en question. Et surtout, pas sans respect de soi. C'est la base. Merci Rachid. Cette conversation me donne envie de reprendre le contrôle. C'est déjà un premier pas vers l'équilibre. Finalement, travailler pour vivre est plus sain que vivre pour travailler. Et beaucoup plus durable.